Véronique, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, il y a 2 mois, en mars, vous publiez une étude très intéressante, bien documentée sur la Chine. Et il y a une phrase dans cette présentation qui m'avait interpellé. Vous écriviez « Les nombreuses mesures de soutien adoptées l'an dernier n'ont pas permis de stabiliser la situation économique du pays ». Alors, 2 mois plus tard, est-ce que vous dressez le même diagnostic? Et si oui, est-ce qu'on doit vraiment être inquiet de l'état de l'économie chinoise, qui est, tout le monde l'a tout de même en tête, le deuxième pivot de la croissance mondiale? Alors, pour tenter de répondre à votre question, premièrement, diagnostic 2 mois plus tard, effectivement, je dirais plus que validé. Les performances de l'économie chinoise sont de piètres performances, qu'il s'agisse de ce que la Chine parvient à faire à l'exportation ou de sa demande domestique qui est également très affaiblie. Alors, pourquoi finalement ce constat? Quand on revient sur les propos de beaucoup d'économistes ou de stratégistes en début d'année, finalement il y avait 2 points. 1, il va y avoir accord commercial entre la Chine et les États-Unis. 2, la Chine, avec toutes ces mesures de relance, va forcément redynamiser son économie et l'économie mondiale par voie de conséquence. Bon, en ce qui concerne le premier point, on se rend compte que c'est très compliqué. On y reviendra sans doute, mais c'est très compliqué effectivement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au mieux, l'histoire prendra beaucoup plus de temps qu'escompté et qu'entre-temps, ça peut faire des dégâts. Deuxième point, les mesures qui se sont quand même multipliées de la part du gouvernement chinois, et ça n'a pas commencé ces derniers mois, ça fait plus d'1 an quasiment qu'on a régulièrement l'annonce de mesures supplémentaires pour soutenir les entreprises chinoises d'un côté, le consommateur, pour baisser les impôts, pour essayer de soutenir cette demande domestique, et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors d'abord parce qu'effectivement le choc à l'exportation a ses conséquences et mange une partie des effets possibles de ces mesures. Il me semble qu'également il y a un certain nombre de raisons structurelles à ces échecs permanents, et notamment parmi la plus grande raison, la plus importante sans doute, en tout cas ce qui semble expliquer ces difficultés à relancer la machine, c'est que la Chine s'est considérablement endettée au début de la décennie, à un point tel que la charge d'endettement du secteur privé est à peu près à 20% du revenu chinois, et on se doute bien on le sait, que l'endettement n'est pas équitablement réparti dans toute la population, donc on a une vague idée de ce que peuvent donner ces chiffres si on arrivait à concentrer la vision sur la seule population endettée. Ils sont absolument exorbitants, sur des niveaux qu'aucun pays par le passé n'a véritablement réussi à obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, quand vous essayez de relancer et de soutenir votre demande domestique, comme la demande domestique fonctionne à crédit ces dernières années, et que l'accès au crédit ou l'envie tout simplement de davantage s'endetter n'est pas au rendez-vous, eh bien ça fait flop. Trop d'endettement tue l'endettement. Trop d'endettement tue la capacité de s'endetter de manière supplémentaire et annihile quelque part les efforts pour soutenir l'activité. Une situation qu'on connaît dans un certain nombre d'autres pays d'ailleurs, qui n'est pas propre à la Chine, mais qui est rarement observée à ce stade de développement des pays en développement. La Chine est allée très très vite dans cet excès d'endettement. Et quand on parle d'endettement des ménages, mais aussi des entreprises. On parle qui sont surendettées. Mais alors, l'endettement des entreprises est un sujet relativement connu, qui suscite régulièrement des inquiétudes, et à juste titre, me semble-t-il. On parle beaucoup du shadow banking aussi. On parle beaucoup du shadow banking, mais l'endettement des ménages chinois est également très élevé au regard de leur niveau de développement. Ce qui fait qu'effectivement, alors, d'abord, cet endettement a créé un certain nombre de bulles spéculatives, la plus impressionnante et la plus spectaculaire étant la bulle immobilière. Et du coup, si vous lâchez les vannes pour soutenir l'activité, dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'autres soutiens à la croissance, ça va aller enfler peut-être un petit peu plus cette bulle immobilière, mais sans véritablement avoir d'effet d'entraînement sur le reste de l'activité. La Chine a beaucoup de mal, en réalité, à effectuer sa transition vers une économie plus endogène, plus tertiarisée. C'était le grand thème de ces dernières années, et la Chine excelle à certains égards. On le voit, on envoie des engins sur la face cachée de la Lune, on a une économie incontestablement plus tertiarisée, plus financiarisée. Une puissance financière qui s'exprime aussi, notamment au travers du projet de nouvelles routes
de la soie, par exemple. où on va financer des infrastructures un peu partout. Exactement, pour assurer une croissance externe. Et pourquoi la Chine a tellement besoin d'assurer sa croissance externe? C'est que précisément ses ressources domestiques sont très faibles. L'industrie est, pour beaucoup, encore une large part de l'industrie manufacturière à très faible valeur ajoutée. Ce sont nos anciens canards boiteux, donc la Chine va les éliminer. Elle en a éliminé pas mal, mais le processus est plus long. Donc là, ça fonctionne, les ressources de croissance. L'industrie à plus forte valeur ajoutée a le vent en poupe, incontestablement, mais dans un contexte international peu porteur et donc qui ne permet pas d'avoir l'impulsion qu'on pourrait en attendre. Et de l'autre côté, ce développement du tertiaire est incontestablement en place, mais la Chine est très en retard par rapport à nombre de pays, y compris des pays en développement. Et ce développement du tertiaire ne génère pas les gains de productivité qui permettraient de poursuivre l'élévation moyenne du niveau de vie et d'avoir une assise économique plus solide, d'absorber le stock d'endettement. Donc on est coincé. Résultat, effectivement, la Chine n'a pas beaucoup d'autres ressources que d'aller essayer d'accélérer sa croissance externe. Elle en a les moyens aujourd'hui, avec des réserves très importantes. C'est la route de la soie qui devrait lui permettre également, dont la stratégie est clairement celle-là en tout cas, d'aller à l'encontre d'un mouvement plus global qui n'est plus celui du multilatéralisme et où exporter des produits chinois, comme le pays a pu le faire ces dernières années, va devenir incontestablement plus difficile. Et on le voit avec les tensions commerciales avec les États-Unis notamment. Alors, la grande difficulté en ce moment de la Chine, c'est, vous évoquiez la transition d'un modèle d'exportation et d'investissement vers un modèle de consommation. C'est que, d'une part, on ne ressent pas au niveau de la consommation encore une accélération. On a même une croissance des ventes au détail parmi les plus faibles de ces dernières années, aujourd'hui. Il y a un graphique qui apparaît à l'écran et qui traduit à quel point, finalement, on est très en deçà de ce qu'on a connu précédemment. Donc là encore, on peut s'inquiéter de la vigueur du moteur. Et puis, on a aussi des exportations qui sont en berne. Alors là, le contexte sino-américain explique pour partie, mais il n'y a pas que ça. Et un autre proxy qu'on pourrait regarder, qui peut-être nous met un peu la puce à l'oreille, quant à la difficulté qu'a la Chine à faire repartir la machine, c'est que les matières premières, le prix des matières premières n'explose pas. Non, incontestablement. Donc, alors effectivement, je crois qu'on comprend mieux la Chine, même si il faut bien garder en tête la taille du pays et le nombre de sa population, qui peut changer la donne pour l'impact mondial. Mais dans le processus de développement de l'économie chinoise, on retrouve beaucoup de points communs, de nombreux exemples, de nombreuses expériences qu'on a connues par le passé. On peut même remonter à l'histoire japonaise, finalement, très forte ascension sur un modèle d'exportation immédiatement après la guerre. Début des années 80, eh bien, on commence à perdre en compétitivité. Exactement ce qui arrive à la Chine, c'est normal, le niveau de vie s'élève, le coût du travail se renchérit et donc il faut être plus exigeant, il faut apporter plus de technicité dans les produits, plus de valeur ajoutée pour conserver sa part, sauf que là, on se bat dans la cour des grands, si je peux dire, et on s'affronte à des gros exportateurs qui n'ont pas du tout l'intention et qui ont les moyens de résister à cette pression. Je pense aux Allemands dans l'industrie des biens de capitaux ou aux Japonais également. Donc ça devient beaucoup plus difficile de continuer à gagner des parts de marché. Et à partir de là, les choses se compliquent. Alors, ce qui peut aider, c'est que ces pays-là, en général, s'ouvrent, accueillent des capitaux, ça permet un transfert de technologie qui permet de surfer encore quelques années, jusqu'au moment où le transfert de technologie est à peu près réalisé. Et finalement, on n'a plus le ressort qui permet d'alimenter. Alors, je reviens sur cette notion de productivité parce qu'elle est essentielle. La Chine a connu une croissance de sa productivité de plus de 20% pendant des années. On est maintenant bien en deçà, sur des chiffres plutôt de l'ordre de 4 ou 5% au maximum. Donc, vous perdez là l'essentiel pour continuer à alimenter votre décollage économique, en particulier celui de votre population, qui
par ailleurs, change de mode de consommation, a des besoins qui sont plus des besoins de services et qui vieillit. Parce que là, c'est peut-être le deuxième choc. Parce que là, vous nous expliquez finalement ce qu'est un cycle. Un grand cycle, voilà, mais se double à ce cycle un cycle démographique. Exactement. Et là, il est plutôt violent pour la Chine. Il est violent chez nous, avec un vieillissement qui est palpable, mais en Chine, finalement, la question, elle est tout aussi cruciale. Elle est tout aussi cruciale, avec une image démographique de la Chine qui est très proche de celle qu'on peut avoir pour l'Europe pour les prochaines années. C'est-à-dire une baisse de sa population en âge de travailler, une élévation de l'âge moyen de la population, et qui va complètement à l'encontre de la préservation d'un modèle basé sur l'industrie. La question se pose également pour l'Allemagne et d'autres pays. Mais dans le cas chinois, qu'on avait qualifié d'atelier du monde, que certains voyaient pouvoir continuer à jouer ce rôle de manière structurelle à l'avenir, on voit très bien que les choses ne sont pas aussi simples. Et que ce changement, d'ailleurs, démographique à l'échelle mondiale, signifie également une moindre capacité du monde à continuer à s'ouvrir, une moindre croissance des besoins de biens manufacturés. On va vers davantage de services. Alors certes, les échanges de services existent et sont importants et pèsent de plus en plus lourd dans la balance, ne génèrent pas du tout la même dynamique et le même effet d'entraînement sur l'activité. Donc on a effectivement quelque chose là qui devient beaucoup plus complexe pour l'économie chinoise, pour le reste du monde également, mais qui remet en question sans doute les perspectives de long terme qui avaient pu être développées ces dernières années sur le cas chinois et sa capacité notamment à tirer l'économie mondiale et le monde émergent en particulier. L'érosion de la croissance chinoise, elle est patente, c'est même plus qu'une érosion, elle est sensible. Est-ce que aujourd'hui, Véronique, selon vous, on est tout de même en risque d'accident au niveau de la croissance chinoise? Une très mauvaise surprise qui prendrait tout le monde à contre-pied. Alors, il y a des risques d'accident qu'on scrute tous, qui viennent des tensions, de la montée des tensions commerciales avec les États-Unis, parce qu'on découvre quelque part, parce qu'effectivement ce sont des choses qui sont difficiles à chiffrer, à appréhender, mais la très forte exposition des exportateurs chinois, et pas forcément dans le secteur manufacturier, on parle de Huawei par exemple, donc des entreprises chinoises à un choc de demande internationale qui pourrait venir donc de mesures de rétorsion prises par les États-Unis par exemple. Donc ça c'est une partie du risque de très mauvaise surprise qu'on peut avoir, et je pense que l'exemple de Huawei a été assez révélateur de ce type de choses. De l'autre côté, par ailleurs, il y a, vous l'avez mentionné, une situation d'endettement des entreprises, une certaine fragilité du système bancaire, bien évidemment. Donc on a là également une zone de risque de mauvaises nouvelles, avec des faillites ou des entreprises qui pourraient plus honorer leur endettement, beaucoup libellés en dollars. Donc on comprend y compris l'extrême sensibilité de ce sujet à l'évolution du taux de change du yuan contre la devise américaine, et peut-être une des limites qui s'impose au gouvernement chinois pour faire baisser sa devise, ce qui se solderait par un renchérissement de la dette en dollars des entreprises. Oui, ça serait très pernicieux pour toutes ces entreprises. Ça peut être effectivement périlleux. Et puis, on n'est pas à l'abri non plus, parce qu'après plusieurs trimestres de déception, de très grandes difficultés à ranimer la croissance, d'un choc immobilier. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas eu. Pour l'instant, tout le monde a bien conscience que la Chine a développé une bulle immobilière absolument gigantesque, sans véritablement penser qu'on était au bord d'un crack. Il n'est pas impossible, c'est en tout cas un sujet à contrôler, à surveiller de près, parce qu'effectivement, face à cette situation de bulle immobilière, il faut à minima que la confiance revienne. Et cette confiance, elle risque d'être quand même largement écornée par les difficultés du gouvernement à faire valoir ou avoir des effets et des retombées de ces mesures de politique économique, et puis par la menace internationale. Est-ce que un événement ne pourrait pas nous soulager, c'est justement que Américains et Chinois parviennent à s'entendre, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que le rapport de force est un peu déséquilibré, mais
on omet aussi que les Chinois contrôlent une denrée qui est essentielle pour la technologie américaine, ce sont les terres rares. Est-ce que du coup, on ne pourrait pas avoir un chemin étroit de sortie? Alors, on a sans doute, enfin on l'espère tous effectivement, trouvé ce chemin de sortie, mais ce qu'on comprend effectivement, c'est que ce chemin de sortie risque de n'être trouvé in fine que qu'après être passé par un stade de crise. C'est-à-dire que le jour où effectivement, et on soupçonne d'ailleurs que les Chinois soient prêts à aller dans cette direction, où les Chinois annonceraient par exemple couper les vivres en matière de terres rares aux Américains, alors là on a un choc, un conflit frontal je dirais, et qui nous fait privilégier l'idée qu'on sortira par un accord, quel qu'il soit, mais entre-temps, je dirais attention, parce que ce choc frontal risque quand même d'avoir des répercussions et de faire redouter le pire au moins un temps. Donc, peut-être, d'ailleurs, ça doit être ce que vous suggériez dans votre question, peut-être faut-il passer par ce choc pour effectivement trouver la combinaison d'une entente qui sera ce qu'elle sera, mais qui permettrait d'apaiser les tensions. En termes d'allocation d'actifs, alors on va avoir l'occasion de reparler dans une autre émission de l'allocation d'actifs, mais en termes d'allocation d'actifs, est-ce que la Chine est aujourd'hui une terre à éviter? Je vous dirais peut-être pas davantage que bien d'autres marchés, parce que ce que je crois très important, c'est que derrière cette histoire chinoise, il y a finalement l'histoire globale. Rappelons-nous des cohortes de chefs d'entreprise qui ont été amenés en Chine pour faire valoir effectivement et pour renforcer une politique à l'exportation de nos entreprises, de nos économies. Donc le sujet chinois lui-même est encore, me semble-t-il, la colonne vertébrale des perspectives de croissance du monde développé, peut-être davantage du monde européen, des entreprises européennes bien évidemment aujourd'hui, mais surtout du monde émergent. Et vous le signaliez, les prix des matières premières reflètent bien la langueur industrielle mondiale, qui est essentiellement chinoise, mais pas que. Et ce bas prix des matières premières se répercute, enfin s'illustre, s'accompagne d'une croissance de la demande qui est faible et qui a des répercussions incontestables, indéniables, déjà très perceptibles dans beaucoup de pays émergents. Et avec l'histoire chinoise, avec la dégradation des perspectives sur la Chine, eh bien c'est la dégradation de beaucoup de pays émergents. On ne parle pas là forcément des pays d'Asie du Sud qui sont plus manufacturiers, encore que c'est une autre histoire, mais qui est également impactée, mais finalement y compris de beaucoup de gros exportateurs. Je pense au Brésil. Le Brésil est tombé en récession depuis 2012 à peu près, c'est-à-dire depuis le moment où la Chine a coupé le robinet de sa croissance à crédit. Et à partir de là, effectivement, la croissance des importations chinoises s'est stoppée, et le Brésil n'a plus retrouvé ses ressources à l'export. Donc, le message, c'est prudence. Prudence. À l'égard de la Chine, mais aussi à l'égard de tout le monde émergent. Exactement. Qui est dépendant de la croissance chinoise. Tout à fait. Véronique, merci. Merci Vincent.